Dans un voyage, ce n'est pas la destination qui compte, mais le chemin parcouru. Je suis Gauthier Zimmerman et bienvenue dans Design Journeys. Design Journeys, c'est le podcast qui part à la rencontre des talents du design francophone. À chaque nouvel épisode, je discute avec un ou une designer à propos de son parcours, de son métier et de son quotidien. Mon objectif est de comprendre et de vous partager leur processus créatif, leur méthode de travail et leur façon de se réinventer. Bonne écoute! Salut David, je suis ravi d'être avec toi aujourd'hui chez Radio France, ou en tout cas dans un bâtiment juste à côté. Voilà, pratiquement. Pour parler de ton parcours dans l'UX Design et de lead UX Designer chez Radio France. Je suis très content donc, d'être ici parce que c'est la première structure publique dans laquelle j'enregistre un épisode pour justement parler du design dans cette structure, et ça va être intéressant parce qu'on va un peu changer de l'univers startup dans lequel Effectivement, ça va pas mal changer, oui. Ouais, donc je suis très content qu'on puisse en discuter. Et pour commencer, est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît ? Yes, donc David Duhamel, j'ai 40 ans, même si ça pique de le dire. Je suis chez Radio France depuis un peu plus de 4 ans. Je suis rentré comme UX designer et maintenant comme lead UX. Et avant d'être chez Radio France, j'ai fait une bonne dizaine d'années dans des SS2I, des agences, avec des clients divers et variés, comme dans l'assurance, dans le e-commerce, dans le retail, dans plein de boîtes différentes. Et je suis arrivé chez Radio France parce que j'avais envie aussi de me poser quelque part et de m'investir dans une cause qui me plaît. Et je trouve ça cool de bosser pour une boîte qui a du sens. Et pour le coup, Radio France, la matière qu'on traite tous les jours, elle est vraiment cool. Chouette. On va en reparler. Avant toute chose, j'ai toujours une question. Et surtout pour toi, c'est comment t'en es venu à faire du design ? Parce que toi, si j'ai bien suivi ton parcours, t'as commencé dans l'informatique. T'es passé par divers SS2I, comme tu l'as dit, où t'as bossé un peu, t'as fait plein de jobs différents. J'ai noté ingénieur d'études, responsable d'application, chef de projet. Ouais, ça part de loin. Mais en fait, à la base, moi, je suis ingénieur en informatique, donc je suis sorti d'école. J'ai fait beaucoup de dev. À l'époque, je faisais du .NET, du Java, des trucs comme ça. C'était marrant, mais petit à petit, après, je suis passé plutôt chef de projet. Je suis passé plutôt côté MOE. Après, je suis passé côté MOA. Parce que je trouvais que des fois on me demandait de coder des trucs qui n'avaient pas de sens, qui servaient à rien, ou je comprenais pas pourquoi on le faisait. Okay. Et j'ai trouvé plus intéressant d'essayer de remonter un peu le chemin et de passer côté maîtrise d'ouvrage pour donner un coup de main aux gens du marketing ou aux demandeurs pour essayer de comprendre ce qu'ils voulaient faire concrètement. Et puis petit à petit de MOA, je suis passé à une époque dans une agence qui s'appelle Altima, qui a changé de nom depuis maintenant. Ils se sont rapprochés d'Accenture et j'ai découvert l'UX et je me suis rendu compte qu'en fait ce que je faisais déjà un peu avant, c'était en partie de l'UX, parce que je faisais déjà des maquettes, je faisais déjà des prototypes, je saoulais déjà mes parents à leur montrer des trucs, ou ma famille en leur demandant est-ce que ça marche. Et en fait ce truc-là avait un nom, ça s'appelait l'UX Design. Et puis j'ai eu une grosse mission chez AXA où il y avait une super équipe en design, et c'est là que j'ai appris plein de trucs sur le tas, comment faire des interviews, comment faire des vrais protos, comment pas biaiser des tests, comment animer des ateliers, et puis voilà, ça paraissait logique. C'est justement la partie sur laquelle j'avais envie de passer un petit peu de temps. Alors, juste une question avant, parce que effectivement, tu as parlé d'AXA et tu as passé pas mal de temps là-bas, mais j'ai vu que tu avais fait AXA, ensuite tu es redevenu chef de projet chez Monabank et tu es retourné chez AXA. Qu'est-ce qui fait qu'en cours de route, tu es reparti sur... La géographie. Je suis intervenu un peu chez AXA en étant basé à Lille, parce qu'à la base, je suis du Nord, et donc je faisais des allers-retours à Paris pour aller bosser chez AXA. D'accord. Après, je suis revenu un petit peu sur Lille, où j'ai travaillé chez Monabank, pour faire de l'UX pour le site de Monabank et de la Banque Transatlantique. D'accord. Et après, je suis venu sur Paris pour des raisons perso, et là, je suis rentré vraiment pour une mission longue durée chez AXA à Nanterre. Alors, parlons un petit peu d'AXA, comme c'est là où on va dire que tu as vraiment commencé l'UX design. Comment ça se passe quand tu arrives chez AXA avec quelques bases ? Tout à l'heure, tu as dit que tu avais appris plein de choses là-bas. Comment ça se passe, toi, en tant que consultant, quand tu arrives chez AXA ? Pourquoi on fait appel à toi ? Qu'est-ce que tu apprends ? Qu'est-ce que tu fais ? Alors, j'arrive chez AXA, en fait, il y a déjà une équipe qui est en place, et tout le monde a un peu le même profil que moi, c'est-à-dire que tout le monde a envie d'apprendre des choses, et on est
on est une petite dizaine, mais on grossit de plus en plus. Et en fait, on tente des méthodes tout le temps. On est un peu, on se retrouve dans une boîte où il y a quand même des outils métiers qui sont juste énormes. On est invité à des ateliers où on comprend rien, parce qu'on vous parle de PERP, de retraite, de FICOVI, d'IMRH. Enfin, il y a des sigles partout. Et encore, vous avez de la chance, il y a un seul sigle pour un projet. Généralement, les projets ont 3 noms. Et en fait, quand moi j'arrive là-dedans, et finalement, on dit tout le temps que l'UX, c'est pas que du bon sens, mais déjà rien que du bon sens, ça aide beaucoup. Et donc, moi, je me retrouve propulsé dans des ateliers où il s'agit d'essayer de comprendre un besoin, d'amener un œil neuf, finalement de rien connaître aux assurances, c'est pas plus mal parce que on est entouré de gens qui sont passionnés par leur sujet, mais qui le vulgarisent pas forcément, et donc on pose plein de questions bêtes. On chope des mal de crâne aussi en sortant de réunion parce qu'on a des fois rien compris, et de poser un regard neuf et d'essayer de se dire je vais faire en sorte qu'un outil métier soit utilisable par un mec lambda comme moi. Je me dis que si ça marche pour moi, ça marchera pour les milliers d'utilisateurs d'AXA dans les agences. D'accord, parce que toi tu travailles justement sur la partie interne. Ouais, les outils internes. Tout ce qui est outils métiers, donc les outils de souscription d'assurance, les outils de souscription, de règlement de sinistre, les portails de collaborateurs, tous les trucs qui font pas rêver dans les portfolios, avec plein de tableaux et plein de boutons dans tous les sens. Mais qui sont les trucs hyper compliqués à imaginer et qui sont les plus challengeants. Limite, c'est les plus marrants parce que faire un site e-commerce, c'est toujours un peu la même chose, quoi. Ouais. Alors que là, faut vraiment se creuser la tête et c'est un peu mon mot croisé à moi, quoi. Et justement, quand j'ai lu ça sur ton profil, j'ai essayé de comprendre un peu comment ça se passe, parce que venant de l'univers startup, c'est un univers où tout va très vite, et quand j'ai vu AXA, je me suis dit, oula, c'est un gros groupe, j'imagine qu'il y a une inertie qui est assez importante, que les méthodes design thinking, etc., c'est pas franchement le truc qui est à la mode, ou en tout cas qui est pas le cœur de métier d'AXA. Comment, en tant que UX designer, toi, vous réussissiez à vendre ces méthodes, à appliquer ces méthodes et à montrer que ça marche? Et en fait, ça dépend vachement ça dépend des équipes et des gens avec qui on bosse. Moi, j'ai la chance, quand je suis arrivé, j'avais déjà des gens qui avaient balisé un peu le terrain, qui avaient infusé un peu la culture de design thinking chez AXA, et donc j'arrivais pas à devoir convaincre absolument tout le monde. Les gens étaient déjà au courant un peu de ce que c'était, mais ça dépendait. Il y avait des fois certains projets où on en regardait bizarrement et on se demandait qu'est-ce qu'on faisait là. Mais il y avait déjà une culture agile et design qui se mettait en place. Mais en fait, ça dépend vachement des PO et des PM avec qui on bosse. Il y en a certains qui voient pas l'intérêt, qui se disent je vois pas l'intérêt de faire des tests, on sait très bien qui sont nos utilisateurs, ça fait 10 ans que je bosse là-dedans, je vois pas l'intérêt d'aller les rencontrer davantage. Fallait quand même les rencontrer dans ces cas-là? Bah oui, parce et d'ailleurs on les rencontrait et puis on disait aux gens de venir au test et de voir les restit, et puis les gens apprenaient des choses, et généralement je pense que je suis jamais tombé sur quelqu'un de suffisamment buté pour dire non mais je te crois pas, on a vu 10 clients ou on a vu 10 collaborateurs, on leur a fait tester le truc, il y en a 9 sur 10 qui n'ont pas compris à quoi servait le bouton. Normalement il y a un problème. C'est factuel, quoi. Ouais. Quand tu dis les gens venaient voir les tests, tu parles juste des PO, des PM, ou c'était d'autres personnes, voire même la direction qui pouvaient venir voir? On invitait tout le monde. C'était principalement les PO, les PM. Il pouvait y avoir les devs. Alors des fois on les faisait en labo, donc les places étaient un peu limitées, mais on faisait un petit planning. Et puis les gens étaient contents de venir se poser dans un canapé derrière une vie de Santin et de manger des M&M's. Ça a changé un peu de leur quotidien. Alors il y avait souvent un côté un petit peu fun au début. Les gens se disaient c'est cool, on va faire un petit tour dans Paris, on va aller voir un truc différent, c'est sympa. Et puis finalement ça tournait, les gens restaient plus ou moins longtemps, et puis quand ils se rendaient compte que des fois ça durait 8 heures et qu'on était dans le noir pendant 8 heures à écouter des trucs et qu'on mettait des bâtons devant des insights, c'était moins marrant. et du coup les gens dans les labos, c'était des employés qui venaient pour tester alors il y avait c'était des collaborateurs d'AXA, donc ça pouvait être des gens qui bossaient dans des agences, ça pouvait être des agents généraux, ça pouvait être aussi parfois des fois on a vu des clients lambda, ça peut être des gens dans des centres d'appel. Moi j'ai fait des tests dans des centres d'appel au Maroc, j'ai fait des tests sur des plateformes de traitement de dossiers du côté de Tours. Ça peut être tout type de profil. Ouais, j'allais te poser la question parce que c'est
On dit généralement que les tests utilisateurs doivent être faits dans la situation la plus proche du réel. Et j'ai un peu cette image en labo, c'est un peu aseptisé, c'est un peu coupé du... Ouais, alors en fait de base un test c'est biaisé, donc on essaye juste de le biaiser le moins possible. Le seul truc c'est que quand on pouvait le faire à domicile, un peu en faisant shadowing et puis en laissant les gens dans leur environnement naturel, c'est l'idéal. Après, en labo, il y a un côté, ouais, c'est aseptisé, mais en même temps, il n'y a pas non plus de distraction extérieure. Effectivement, c'est pas pareil de faire un test d'un outil de souscription d'assurance en labo, tout au calme, versus en agence avec un client qui râle parce que ça va pas assez vite. Mais c'est mieux que de pas faire de test du tout. C'est mieux que rien, ouais. C'est ce que je voulais te demander. T'es resté quasiment 3 ans chez AXA. Tu retiens quoi de cette expérience ? Qu'est-ce que je retiens ? Je retiens qu'on a crash testé plein de méthodes, plein de trucs, et que, alors je sais bien que maintenant c'est la mode de mettre plein de noms en anglais, de plein de méthodes, de design sprint, de crazy eight et tout, et au final, moi, c'est un peu mon approche pragmatique, c'est que je me dis que vaut mieux peut-être avoir pas forcément sortir à chaque fois le canon pour faire un truc, que déjà si on arrive à faire des tests, si déjà on arrive à faire quelques ateliers d'idéation, c'est déjà très très bien, et que on n'a pas besoin non plus de dérouler des design sprints à tout va, et encore plus que ce qu'on a vu aussi, c'est que les design sprints, moi ce que j'ai appris aussi, c'est que c'est que ce genre de méthode par exemple il sert à mon avis, de mon point de vue, autant à faire à embarquer les gens, à faire en sorte que les gens viennent dans le bateau et se lancent et soient impliqués, plus que réellement à ressortir quelque chose d'utilisable et de livrable fini à la fin. Ok. D'ailleurs, quand tu parlais d'atelier d'idéation, là encore, c'était avec qui ? C'était plus en vase clos avec les PM, les devs, ou là aussi, vous faisiez intervenir des gens extérieurs, enfin, je veux dire des personnes qui travaillaient ? On avait une communauté, en fait on était quand même pas mal du X, donc nos idéations elles étaient souvent entre UX et UI, donc souvent entre les gens du design. D'accord. Et on faisait participer aussi les PM, les PO, les devs de temps en temps. Et on était simplement toujours coincé entre deux trucs, c'est que dans l'idéal faut inclure vraiment plein de gens, et pour avoir des avis différents, et en même temps ça prend du temps d'inclure tout le monde, et il y a aussi un peu le côté jugé parti, c'est que parfois dans certains profils de côté produit, quand on invite des gens, ils ont tendance à soit reproduire ce qu'ils ont déjà, ou alors à orienter vers une solution qui est facile à développer et facile à sortir, et donc fallait trouver un savant équilibre entre des gens qui soient pas qui peuvent vraiment proposer une solution idéale, et même si on sait pertinemment qu'on pourra pas la faire, mais si dès le début on rabote la solution, un moyen d'éviter de se limiter au départ pour ensuite s'assurer voilà. De que... toute façon, raboter, on le fera forcément, donc oui, autant pas le faire dès le début. C'est clair. Pourquoi tu as décidé de quitter Altima / AXA ? J'ai fait 3-4 ans, je crois, d'assurance, et c'était cool en termes du X, mais c'est pas mon domaine de prédilection. J'ai pas une passion débordante pour les assurances. Malgré le challenge. Ouais, j'avais envie de voir un peu autre chose. J'ai toujours été en presta, donc même si on faisait pas des masses de différence entre presta et interne, mais j'avais bien envie d'être vraiment impliqué pour une fois dans une vraie boîte, que les éléments de vision, de stratégie, d'esprit d'entreprise soient vraiment partagés pleinement. Et puis il s'avère qu'il y a eu l'opportunité chez Radio France, et moi je trouvais ça cool. Il y a de la musique, il y a de la culture, il y a de la radio, il y a du média, et ça me faisait un peu rêver. Top. Je vais juste préciser pour les personnes qui ne savent pas ce qu'est Radio France. C'est la société qui regroupe l'ensemble des radios publiques françaises, qui sont France Bleu, France Culture, France Info, France Inter, France Musique, FIP et Move. Waouh, tu les as toutes d'un coup. Ouais, je les ai notées. J'ai quand même allé chercher, je les ai pas ressorties de tête. Du coup, quand tu arrives chez Radio France, tu les rejoins, tu as dit en tant que UX designer d'abord, avant d'être lead. C'était quoi tes missions ? C'était quoi ton rôle ? Mon rôle, c'était déjà de commencer à faire du UX, parce que je suis arrivé, je crois que j'étais tout seul en UX. Ok.
Sachant que tu es arrivé en septembre 2017, pour recontextualiser. Ah oui, ça remonte. Donc je crois que j'étais tout seul, ou alors il y avait peut-être un de mes collègues qui était déjà là, mais qui était rentré pour faire de l'UI, je crois, et il s'est découvert UX, enfin c'était pas très clair. Mais en tout cas, je suis rentré, on était vraiment pas nombreux. J'avais mon chef Guillaume qui je crois en entretien m'a dit un truc très malin, un truc du genre ouais bon j'y connais pas grand chose en UX mais je sais qu'on doit en faire et toi c'est ta spécialité donc viens et t'en fais et je te fais confiance. Et ça je trouvais ça cool. Donc je suis arrivé pour faire de l'UX et en fait l'UX au début ça s'est surtout résumé à éteindre des feux. J'étais en mode pompier, c'est-à-dire que avant de réfléchir à essayer de proposer des choses, à imaginer des trucs de dingue qui font rêver, ben déjà fallait essayer de corriger tout ce qui allait pas. Et pour le coup, on avait 7 sites différents avec des comportements différents, on appelait des choses avec 50 noms différents alors que c'était la même chose. On faisait pas beaucoup de tests, on n'allait pas voir les gens alors qu'on avait une masse de gens à qui on pouvait contacter. Enfin, il y avait tout à faire. D'accord. Et on a fait que grossir et je ne sais plus le nombre de CV, d'entretiens que j'ai fait passer pour faire rentrer des gens, mais maintenant on est hyper nombreux. Pour remettre dans le contexte, du coup, ça veut dire que quand tu arrives, t'as un site différent par radio qui se comporte de façon différente. Alors quand je suis arrivé, il y avait un site par radio, donc il y avait 7 sites de radio, même si le site de France Info il est plutôt géré par France Télé. Donc, mais il y avait un site web par radio et il y avait une appli Android et une appli iOS pour chacune des radios également. Wow. Plus une appli Android qui s'appelait RF Podcast, qui est l'ancêtre de Radio France, l'appli Radio France, plus une appli iOS Radio France. Plus des plateformes, plus des outils en interne. Ouais, il y avait aussi les outils internes, mais on s'y est pas encore beaucoup attelé. D'accord. En tout cas, moi je dis tout le temps que si on devait demain faire tous les outils internes, on peut être 2 fois plus nombreux. Pour l'instant, on a éteint quelques feux et il y a quelques outils métiers qu'on a déjà beaucoup améliorés, mais il y a encore plein de trucs à faire. Ça marche. Du coup, j'ai une bonne cartographie à peu près maintenant de ce sur quoi tu bosses. Quand tu arrives, t'es tout seul. Donc, t'éteins des feux, mais il se passe quoi ensuite ? Comment ça se passe ? Eh ben, ce qui se passe, c'est que il y a tout à mettre en place. Donc on commence à faire du test. On commence à rencontrer des auditeurs. On essaye de vérifier déjà si ce qu'on a en prod fonctionne et est compris. On répond aux besoins des chaînes qui ont plein de besoins tout le temps. Ok, alors je vais te poser la première question sur les tests. Tu dis qu'il faut mettre en place les tests. Comment tu vends ça ? Encore une fois, j'ai regardé Radio France et j'ai noté à peu près 4500, 4800 employés. Donc c'est une grosse boîte. Il y a 4000 employés et il y a 9000 fiches de paie par mois. Parce qu'il y a plein de pigistes, de contractuels, Donc ça fait beaucoup de monde. Ça fait beaucoup de monde. C'est une très grosse structure et j'imagine t'arrives, t'es UX designer, ton boss te dit que c'est pas trop ce que c'est. Toi, comment tu réussis à vendre le test utilisateur ? Comment tu fais pour te dire que c'est la chose à faire ? Ah ben moi j'ai pas besoin de le vendre justement. Okay. J'ai déjà un chef qui est convaincu qu'il faut en faire et que c'est cool d'en faire. Alors comment ça s'est passé quand je suis arrivé pour les premiers tests ? Eh ben je pense que l'un des premiers sujets ça avait été de refondre un peu la page d'accueil de France Inter. Et on avait eu aussi le même sujet sur France Culture. Et en fait moi c'est cool, c'est que j'y connaissais rien. J'ai écouté un peu la radio, mais comme plein de gens, mais j'étais pas du tout un passionné de radio. Je connaissais pas la grille des programmes par cœur. Donc je pense que les premiers trucs qu'on a fait, c'est rencontrer plein de gens. La chance qu'on avait, c'est que on a des tonnes d'auditeurs qui en plus sont passionnés. Donc il suffit de les contacter. Tu fais comment pour les contacter ? Parce que je veux dire, c'est pas des par rapport à une plateforme où tu rentres ton adresse email. Là, t'as pas de contact. Non, mais on pouvait... je crois que les premiers trucs qu'on a fait pour du recrutement, c'est qu'on a fait des pushs sur les applis de Radio France, en proposant aux gens de s'inscrire sur un Typeform. On a fait pareil sur les sites web. On a mis un petit message sur Twitter, sur LinkedIn, sur Facebook. Moi, je pense que mes tout premiers tests, j'ai dû saouler un peu mon entourage en disant vous écoutez un peu la radio et ça vous intéresse ?
Et j'ai plein de gens qui ont levé la main en disant ouais, je suis super fan de France Inter, c'est quand tu veux et tout. En plus, nous on donnait des petits goodies, des petits bouquins, les gens étaient ravis de venir. Donc en fait j'ai fait passer des dizaines d'entretiens là au pied du tripode, là dans la cafette. J'ai payé plein de cafés à plein de gens, j'ai donné plein de bouquins et on a discuté pendant 1 heure avec plein de gens et on a appris plein de choses. Quand tu dis c'est à l'époque, c'est qui? C'est toi tout seul ou tu le fais passer avec déjà d'autres personnes t'as recruté Non, au début j'étais tout seul et j'ai fait beaucoup d'entretiens tout seul, mais j'ai toujours tendance à dire on. Mais en fait rapidement il y a eu des alternants, il y a eu des prestats en UX qui sont arrivés et puis l'équipe n'a fait que grossir, donc rapidement après on s'est retrouvés nombreux à faire les entretiens. Et puis c'était pratique aussi d'être deux. Comme ça il y en a un qui fait le scribe et il y en a un qui passe l'entretien. Et puis on avait aussi, moi j'avais aussi des gens des chaînes qui voulaient participer ou des PO des différentes chaînes qui étaient super intéressés de voir ce que les gens allaient dire des chaînes. Donc rapidement on se retrouvait à plusieurs et je devais dire à la personne ne vous inquiétez pas, hein, c'est un peu intimidant, mais la personne qui est là ne parlera pas, ne dira rien, elle est juste là pour écouter. En écoute. Donc c'est hyper intéressant, tu commences déjà à impliquer tout le monde pour que les gens puissent s'intégrer en fait à ce parcours-là et savoir ce qui se passe. Ouais, et au début c'est même pas du test, c'est juste de l'entretien, c'est essayer de comprendre quels sont les usages des gens autour de la radio. D'accord. Savoir à quel moment ils l'écoutent, avec quoi, avec un casque, avec un assistant vocal, dans la voiture. Est-ce qu'il y a des moments forts où ça marche plus ou moins? Est-ce qu'ils font vraiment du cross-device entre une app et un site web? Est-ce qu'il y a des programmes en particulier qui les intéressent? Est-ce qu'il y a des choses qui les saoulent aujourd'hui et qu'on pourrait améliorer? Mais du coup, toujours en se concentrant sur la partie numérique? Ouais. Oui, pas l'édito. Pour le coup, c'était un truc qu'on disait dès le début. On va pas parler d'édito. Oui, vous aimez pas Patrick Cohen, mais je n'y peux rien. Non, mais je veux dire par là aussi, par exemple, les gens qui écoutent la radio sur le device radio, du coup, la vraie radio FM, ces personnes-là aussi, tu les excluais ou tu essayais de comprendre si elles écoutent, je sais pas, sur leur poste radio quand elles sont à la maison? Non, elles étaient pas exclues, mais simplement, moi, le poste de radio, je peux pas y faire grand-chose. Mais par contre, ça faisait partie d'un vrai parcours. D'accord. Pour le coup, quand ils nous expliquaient leur journée type, ça devait être une de nos questions d'ailleurs. C'est quoi votre journée type avec la radio? Et ben, la radio FM, elle avait vraiment sa place complètement dans le parcours. Et du coup, tu vois des personnes pour les différentes chaînes et tu te réalises quoi, que chaque typologie d'auditeur est un peu différent en fonction de la radio qu'il ou elle écoute ou... Ben, il y a des ponts, il y a des points communs. Déjà, ce que j'ai fait, c'est qu'il y avait des personas. Donc on a fait, je crois, 3 ou 4 personas par chaîne fois 7 chaînes. Wow. Donc je sais que les personas, on dit que ça sert à rien. Mais en attendant, quand on arrive dans une boîte et qu'il faut comprendre ses utilisateurs, ça sert à quelque chose. Alors certes, derrière, on galère un peu à les mettre à jour et puis des fois on les oublie, mais on les avait placardés sur tous les murs dans l'étage et les gens ont appris des trucs. Et donc une fois qu'on a tous ces personnages, on se rend compte qu'il y a quand même des trucs qui se recoupent. Et globalement, pour faire simple, nous, les personas qu'on a, c'est pour chacune des chaînes, moi je l'appelle Nicole sur France Inter, c'est la prof de français, elle a 47 ans, elle vit à Paris, elle adore France Inter, elle connaît la grille par cœur et elle peut vous citer une émission qui est passée il y a 10 ans alors que vous-même, vous êtes même pas au courant. Donc ça, c'est notre persona un peu habitué, fan, qui écoute religieusement France Inter avec son chat sur les genoux. On a plutôt un persona opportuniste qu'on appelle Marco, qui est plutôt quelqu'un qui va écouter une antenne de Radio France parce qu'il a entendu un truc cool passer à la radio, mais pour lui il n'y a pas un côté c'est la famille et si demain Europe 1 fait un truc mieux, il ira voir chez Europe 1, c'est pas grave, il est pas marié avec France Inter. Donc ça c'est notre personnage opportuniste et il est intéressant parce que pour le coup Nicole, il n'y a rien à faire pour qu'elle reste. Elle est tellement attachée que même quand on fait des trucs nuls, elle nous dit ouais non mais c'est vrai que le site il est pourri, mais ouais mais quand même on comprend, hein, non mais c'est bien quand même. Et les gens sont hyper bienveillants, hyper gentils, alors que l'opportuniste est beaucoup moins gentil. Et après il y en a un dernier qu'on appelle le catch me, c'est en gros c'est les gens qui écoutent pas du tout la radio et qu'on a envie de faire venir. Et c'est là où il y a plein de trucs à imaginer parce que c'est là où on va imaginer des trucs sur les assistants vocaux, sur les podcasts, sur le numérique, et où on va essayer de capturer un peu l'attention de cette personne. Des sujets sur lesquels on discutera ensuite, ok. que j'ai noté. Tant qu'on est dans la recherche utilisateur, et là je vois bien
totalement ce que tu fais avec les personas, de comprendre comment ils utilisent la plateforme, ce qui va pas. Comment ça se matérialise ensuite? Parce que bon, j'imagine que chez Radio France, c'est un peu politique, donc tu vas pas pouvoir arriver en disant bon, j'ai remarqué que le site de France Inter il marche pas, donc on va tout casser, on va tout refaire. J'imagine que c'est beaucoup plus long, qu'il y a une réflexion, il va falloir vendre l'idée, il va falloir que ça soit validé. Comment ça se passe en fait le passage entre on a les retours utilisateurs, on sait ce qu'il faut faire et on avance? Bah, en fait, tout casser, tout refaire, on le fait jamais. Je grossis un peu les traits. On le fait, enfin, en tout cas, là, on vient de le faire avec la plateforme radiofrance.fr, mais auparavant, c'est rare qu'on le fasse. Donc, c'est hyper itératif. Mais non, en fait, pour le coup, ça se faisait hyper facilement. Nous, on notait qu'il y avait des choses qui allaient pas, et ben, on en discutait avec les PO, et puis dès qu'on avait un sprint où on pouvait glisser une évolution, ben, on le faisait. Et le site, on avait l'impression qu'il bougeait pas. Mais en vérité, il y avait tout le temps des trucs qui bougeaient. D'accord. Et ça se faisait naturellement, et on réglait plein de petits irritants comme ça. On essayait d'homogénéiser, de retrouver des comportements un peu identiques. Et c'est marrant parce que maintenant on bosse en design system. C'était pas le cas avant. Et pourtant, même si on bossait sur 7 sites différents, bah on s'était rendu compte que comme c'était les mêmes personnes qui bossaient dessus et qu'on réutilisait les mêmes logiques et qu'on essayait d'être cohérent, bah malgré tout, on avait sans le vouloir, converger un peu sur la façon dont on présentait un header ou de la façon dont on structurait un parcours. Et donc, il y avait déjà une logique un peu commune. Ok. On va en reparler. Avant tout ça, j'aimerais juste bien comprendre, parce que quand tu es arrivé, tu étais tout seul. Aujourd'hui, vous êtes combien dans ton équipe? On est une vingtaine, on est 24 au design, okay. Dont 8 en UX uniquement. D'accord. Et dans les 24, alors bon, je suis pas du tout à la tête de cette équipe, hein, je suis juste lead parmi les 8 UX. Et dans les 24 personnes, maintenant il y a des motion designers, il y a des graphistes illustrateurs, il y a des UI, et puis il y a des UX. C'est intéressant cette séparation UI UX. Ouais. Parce que généralement, tu fusionnes un peu. Enfin, t'as un abus de langage maintenant qui dit que les UX designers ils font de la UI, même. T'as les product designers qui sont au-dessus, qui englobent encore plus de choses. Pourquoi il y a cette distinction chez Radio France? C'est une réflexion qu'on a depuis quelques mois. Alors déjà, je pense parce que je suis de la vieille école certainement, et que UI et UX pour moi c'est pas tout à fait le même boulot. Je pense qu'il y en a un qui fait des trucs très beaux mais pas forcément utilisables, et l'autre qui fait des trucs très moches mais plus fonctionnels. Donc je pense que les deux ensemble font un truc canon. Après, moi perso, j'ai toujours pas compris ce que c'était un product designer. J'avoue, j'ai lu plein d'articles Medium, hein, mais c'est pas très clair. Et on est en train de réfléchir parce qu'effectivement, je sens bien que c'est la mode de mettre product designer sur les CV, et on galère d'ailleurs parce que quand on cherche quelqu'un qui ne fait que de l'UX, on a du mal à trouver. Mais je serais curieux que tu me dises la définition d'un product designer parce qu'elle est pas claire pour moi. Alors moi, je te la donnerai pas. Enfin, si je peux te donner la mienne. Mais en tout cas, je vais déjà te placer un épisode que j'ai enregistré hier, au moment où toi et moi on enregistre, et qui sortira 2 semaines avant ton épisode, qui est avec Jordan de The Design Crew, donc qui est un studio de design et aussi qui a toute une partie apprentissage, formation autour du design, et qui donne sa définition du product designer, mais où en gros, de mon point de vue en tout cas, c'est quelqu'un qui a les enjeux utilisateurs, donc tout ce qu'on se dit depuis tout à l'heure, qui sait comprendre un problème et qui sait trouver la solution, et en tout cas, et ensuite qui comprend les enjeux business pour intégrer tout ça à sa réflexion. Et qui fait de la UI par-dessus. Ok, donc c'est le mouton à 5 pattes. C'est le mouton à 5 pattes, le fameux, et c'est pour ça que la plupart du temps, un product designer ne fait pas tout. D'accord, ok. Donc on est en train de se dire que mon métier va être encore plus compliqué parce que désormais sur les CV, derrière product designer, va falloir essayer de comprendre quelle est la dominante et en quoi la personne est bonne. C'est ça. Ok. Mais je te conseille vraiment d'écouter l'épisode de Jordan quand il va sortir, parce qu'on a justement toute cette réflexion où, comme ils font aussi du recrutement, ils t'expliquent à chaque fois quelqu'un qui recrute un product designer, mais en fait derrière ça veut pas dire ça veut dire plus UX designer, plus UI designer, plus user researcher, enfin bon bref, il y a pas de... Voilà, je pense qu'il y a toujours malgré tout un peu une dominante. Je pense, ouais. Et dans la plupart des personnes qui sont interrogées dans ce podcast, en fait, t'as toujours une dominante qui est assez forte. D'accord. Là-dedans. Mais c'est intéressant parce que du coup tu parlais de design system, et on va creuser la question, mais
Du coup, qui est en charge du design system? Parce que tu as les UX designers qui vont faire de la recherche, qui vont trouver des solutions, comme tu disais. Tu as les UI qui vont, je n'aime pas trop dire ça, mais qui vont mettre un coup de peinture sur l'idée, qui vont s'assurer que c'est joli, que c'est attirant. Si vous avez déjà un design system, qui s'occupe en fait de faire la maquette finale, qui fait quoi, Avant, on n'avait pas de design system. Ouais. Donc, pour le coup, l'UX allait jusqu'à la maquette vraiment noir et blanc, dégueulasse, qui respecte aucune grille et qui fait s'arracher les cheveux aux UI. Et les UI faisaient la partie vraiment. Alors, c'est plus qu'un coup de peinture parce que pour moi, il y a vraiment le côté artistique et il y a le côté responsive, grille, charte, et puis surtout D'accord, donc eux vont jusque là. Ouais, et le lien aussi avec les devs sur est-ce que ça rend bien en front, est-ce que c'est bien codé et tout. D'accord. Là où moi, j'avoue, je ne comprends rien. Mais désormais, maintenant qu'on est en design system, c'est un peu plus compliqué d'ailleurs. On se pose la question parce que on a passé beaucoup de temps à monter un design system. Tout le monde en était responsable. Pour le coup, je mets un point d'honneur sur le fait que c'est pas une planche graphique, c'est pas du tout une planche Figma avec des boutons en vrac. C'est un vrai design system qui est construit à la fois sur Figma et 08, dans lequel on explique un peu le fonctionnel, dans quel contexte il faut utiliser les choses, le tone of voice. Enfin voilà, c'est pas juste une planche de composants. Donc c'est vraiment un travail en commun entre UX et UI. Et par contre, ouais, la vraie question qu'on se pose, c'est que les UI ont eu plein de taf pour construire ce design system. Maintenant qu'il est construit à 90%, certes, il va toujours continuer à vivre, il y a plein de refactos à faire, il y a plein de choses à faire, mais c'est quoi le futur c'est quoi le job d'un UI demain quand il y a déjà un design system en place? Est-ce qu'il devient design system authority et il devient un peu l'archiviste qui maîtrise tout ou est-ce que peut-être on a besoin d'être beaucoup moins nombreux? Pour l'instant, on n'en sait rien. Eh bien, je reviendrai un jour puis tu me diras, voilà. tu me diras ce que vous avez décidé de faire. Ça m'intéresserait de savoir. Comment, en dehors de ça, comment sont réparties les équipes? Du coup, j'ai bien compris au pôle design qu'il y avait plusieurs... D'ailleurs, le design chez vous, c'est juste, a priori, le design produit ou vous intégrez aussi un peu le design brand, marque, ou c'est le marketing? Non, nous, on fait pas on fait le design produit des interfaces. Ouais. On fait aussi des visuels de podcast sur le numérique, des visuels de podcast, des visuels de séries, des trucs comme ça, des illustrations. Par contre, vraiment la com, le branding, la marque, c'est une autre direction. Et pendant qu'on en parle, du coup, comment vous récupérez les informations de la brand pour les intégrer dans le produit? Parce qu'il y a une question qui se joue aussi entre comment tu l'intègres dans ton design system pour que ça... En fait, le design system, il a pas... c'est un détail. Enfin, s'il y avait que les couleurs et les typos des chaînes, ça serait hyper facile. C'est vraiment... ça a pris 2 jours de dire voilà les logos des chaînes et voilà les couleurs qu'il faut respecter. C'était le côté le plus simple. Je veux dire, le truc le plus récent qu'on a eu, c'est que le logo de Radio France a changé. Nous, on a eu un peu de boulot pour le mettre à jour parce que des fois, c'est vrai que c'est pas forcément pensé en première intention pour le numérique. Donc il faut des fois les retravailler un petit peu. Je sais que notamment, notre problème, c'était que le nouveau logo Radio France est un logo un peu, je sais pas si tu connais, mais le nouveau logo, il est avec plein de couleurs, un peu façon Hot Wheels. Et ça, clairement, nous, sur un site web avec un header noir, c'est juste ingérable. Donc, on a dû adapter un petit peu pour qu'on puisse l'utiliser en numérique. D'accord. Mais sinon, ça se fait bien. Ok, et c'est un truc que vous avez fait en relation avec le marketing? Vous leur avez dit, par exemple, ça, c'est pas possible d'être utilisé comme ça sur le numérique, donc on a pris quelques libertés avec la charte qui avait été... Mais ça reste quand même... Mais ça reste totalement cohérent et... C'est le principe. Voilà, on est juste les mecs qui disent il nous faut une version noir et blanc de temps en temps. Ok, oui, ce qui est normal. Voilà. Restons un tout petit peu encore sur ton équipe. Comment vous êtes organisé après en interne, puisque... Enfin, plutôt, est-ce que... comment vous travaillez, en fait? Parce que j'ai bien compris, il y a des UX, il y a des UI, il y a des motion, il y a des illustrateurs. Comment ça se passe sur un projet? Est-ce que vous bossez en squad? Est-ce que vous bossez, je sais pas, en trinôme sur un projet? Comment ça s'intègre avec les PM, etc.? Le gros projet actuel, c'est la plateforme radiofrance.fr qu'on appelle WebRF entre nous. Dessus, il y a, on est organisé par, il y a 3 teams. Non, même, oui, il y a 3 teams. Il y a une team, avant c'était des teams par persona.
Et désormais, c'est pas des teams par persona, c'est plutôt des teams par domaine un peu fonctionnel. D'accord. On n'a toujours pas trouvé de solution intelligente pour séparer vraiment les teams, parce que c'est un produit qui se crée à partir de zéro, donc c'est différent par exemple, des teams de l'application Radio France, où là, on va parler plutôt d'engagement et de conquête, parce que c'est un produit plus mature. Donc nous, en fait, on a 3 teams par domaine. Dans chacune des teams, il y a un PO, il y a un UX, il y a un UI, il y a un capitaine plutôt au niveau des devs, et puis il y a généralement 5 développeurs. D'accord. Et en fait, dans chacune des équipes, il y a une sorte de trinôme PO, UX, UI pour tout ce qui est conception. Il y a une PM au-dessus de tout ça. Et il y a aussi des responsables techniques qui ont un rôle aussi transverse. Et puis moi, j'ai un rôle transverse aussi pour faire en sorte qu'on n'imagine pas des trucs qui sont complètement à l'ouest entre les équipes et qu'on se retrouve pas à avoir des comportements qui ont rien à voir selon les pages où on est. Et justement, quelles sont les méthodes de travail qu'il y a dans ton équipe, les rituels que tu as mis en place ou que vous avez mis en place pour s'assurer de cette cohérence et que, quel que soit l'endroit où tu es sur le site, ça soit la même chose en fait? Déjà, on a un design system. C'est le premier point pour lequel on l'a fait, c'est pour amener de la cohérence. Malgré tout, un design system, c'est des briques de Lego, hein, donc on peut construire ce qu'on veut avec. Hein, et j'ai plein d'exemples où on m'a dit ouais, c'est bon, j'ai utilisé les trucs qu'il fallait dans le design system, mais le résultat, voilà. Hein, on devait monter une bibliothèque billets, on se retrouvait avec un canapé à la fin. Et donc, globalement, ça suffit pas. Donc on a plein de rituels de synchro. On a le lundi matin, on a un point entre UX et UI de ce projet. Le mardi midi, on a un point juste avec les UX. Le jeudi, on a un point avec les UX, mais de tout projet confondu. Donc à la fois la plateforme Radio France, mais aussi la personne qui bosse en UX sur les assistants vocaux, qui bosse sur le projet de France Bleu en fusion avec France 3 qui s'appelle Ici, qui bosse sur l'appli de France Inter, qui bosse sur l'appli Radio France. Et en fait, on est tout le temps en train de se synchroniser. Je sais pas si c'est l'idée du siècle parce qu'on passe un temps incroyable en point de synchro. Mais plus on est nombreux, plus on passe du temps à ça. Et je pense que c'est le truc le plus compliqué, c'est de s'assurer qu'on part pas dans tous les sens et que donc moi en permanence je suis en train de mettre de l'huile et des fois de faire mon chieur en disant non mais je suis désolé, on appelle ça un podcast et pas une émission, et on essaye de d'écrire noir sur blanc aussi les wordings à utiliser, les règles à utiliser, mais en fait faut en permanence faire de la synchro pour s'assurer qu'on diverge pas. Du coup, j'en déduis que vous n'avez pas du UX-writer ou de content designer à l'heure actuelle. Si, il y a des illustrateurs, ouais. Pas des illustrateurs, des content designers, des gens qui font du contenu, qui font de l'UX writing, de tout ce qui est... On a surtout plein de journalistes. Ouais, mais je sais que c'est pas tout à fait la même chose. L'UX writer, on a essayé par le passé d'avoir quelqu'un. On se tâtait à avoir quelqu'un à demeure, mais en fait, on n'a pas vraiment trouvé la bonne recette parce que finalement... on ne sait pas s'il vaut mieux avoir quelqu'un qui est en interne, qui connaît le périmètre et qui connaît le contexte et le métier, mais qui a pas une super plume, ou avoir quelqu'un qui a une super plume mais qui est complètement hors sol et qui connaît rien au métier. D'accord. Et pour l'instant, on a plutôt opté pour l'option quelqu'un en interne qui s'occupe un peu de ça. Et c'est vrai que parmi nous, il y a des gens qui c'est pas trop leur truc et d'autres que ça intéresse plus. D'accord. Et ceux que ça intéresse plus, c'est eux qui s'y mettent. Et on travaille pas mal, notamment avec le marketing ou la com là-dessus, parce que c'est vrai que nous, on a tendance à trouver tout un peu trop verbeux et ça nous rend un peu fou aussi quand des fois on met des articles à des endroits et pas à d'autres, ou quand on utilise des synonymes alors que c'est la même chose. Donc ça se fait en interne et ça marche plutôt bien. Après, il y a certainement plein d'endroits où ça diverge et où il faudrait améliorer, mais... D'accord, mais comme tu dis, avec les points de synchro, ça permet au moins de mettre un peu de vision dans tout ça pour s'assurer qu'il y a une homogénéité. Carrément. Et ce qui est pas facile, et surtout sur l'UX Writing, c'est que autant déjà définir une chaîne de Radio France, définir France Inter, c'est déjà pas simple. Mais maintenant, on parle au nom de Radio France global, et là, c'est une marque qui est pas très connue. Et alors, le tone of voice de Radio France... personne ne le connaît. Hein. Ok, donc tant que t'as pas la base, en fait, c'est un peu compliqué d'avancer là-dessus. Bon, parlons, on tourne un peu autour du sujet depuis tout à l'heure. Tu parles de la nouvelle plateforme Radio France. Est-ce que tu peux un peu expliquer justement, comme j'ai l'impression que c'est le gros sujet du moment c'est le truc qui occupe tout le monde, ouais. Qu'est-ce que c'est? Quelle est la différence par rapport à avant? Et quel est votre rôle à jouer dedans? En fait, la grosse différence, c'est qu'auparavant, il y avait un site par chaîne. Et désormais, il n'y aura plus qu'un seul site qui est radiofrance.fr. D'accord. Donc, pour faire simple,
c'est un peu comme quand France Télé a mis toutes ses chaînes sous la plateforme France Télé. Ça pose énormément de questions parce que les chaînes aujourd'hui sont très fortes, ont une identité très forte, sont très connues par le grand public, ce qui n'est pas le cas de la marque Radio France. Donc tout notre challenge, c'est de réussir à faire rentrer ces chaînes-là à l'intérieur d'une plateforme globale, sans pour autant sacrifier l'ADN et l'identité de chacune des chaînes. Et donc c'est le gros projet du moment parce que c'est un peu une révolution. C'est une révolution pour le public parce qu'il va plus aller sur les mêmes sites qu'avant. C'est une révolution pour nous parce que auparavant il y avait autant d'équipes qui avaient de chaînes, et à l'intérieur de chacune de ces équipes il y avait des gens qui faisaient du web, des gens qui faisaient une appli Android, des gens qui faisaient une appli iOS. Désormais il n'y a plus qu'une seule grosse équipe et on est en train de réorganiser un peu tout ça, mais ça amène énormément de changements. Et du coup, comment ça se passe? De ce que j'ai cru comprendre et de ce que j'ai cru voir, aujourd'hui, la transition se fait petit à petit. Ouais, on migre. On a fait une bêta pendant très longtemps où le site était très clairsemé, où il n'y avait pas encore grand-chose, mais pour commencer à avoir des retours des gens, et on l'ouvrait, on faisait beaucoup de tests. D'accord, c'est intéressant. Du coup, cette bêta, elle était accessible à n'importe qui, ou c'était plus... Alors au tout début, elle était accessible uniquement en interne Radio France. D'accord. Ce qui permettait d'embarquer les gens sur le projet et puis de leur montrer un peu ce que ça allait être, parce qu'il y avait pas mal de craintes sur l'avenir de ce qu'allait être ce site. Donc c'était plus en termes de communication qu'autre chose, et ça permettait d'avoir des retours aussi d'utilisateurs, mais les utilisateurs Radio France ne sont pas des utilisateurs lambda, donc pour moi ça a beaucoup moins de poids que les auditeurs. Et après c'était accessible si tant est que quelqu'un avait l'URL. D'accord. Et on partageait, on utilisait cette base là pour obtenir plein de retours de nos auditeurs, ou alors pour faire des tests avec des gens qui n'étaient pas auditeurs mais qu'on prend via des panélistes. Et ça nous permettait de voir si déjà les gens comprenaient la logique de parcours au global. Et ce qui n'était pas facile, c'est que déjà, il suffit pas d'écrire bêta sur un site pour que les gens comprennent que c'est une bêta. C'est déjà, rien que ça, déjà, on a fait une erreur, c'est que rien que le mot bêta, c'est déjà un truc de geek, ouais. Et plein de gens comprennent pas ce que c'est. Et donc forcément, on est coincé entre oui, je veux ouvrir le truc le plus tôt possible pour que les gens puissent faire des retours. Et en même temps, si je l'ouvre trop tôt, les retours qu'ils vont me faire, c'est votre site il est nul, il manque la moitié des trucs. Et nous on est là, oui, on sait, c'est une bêta. Je vois. Et donc après la bêta, une fois que c'était ouvert, que vous avez récupéré des retours, j'imagine que vous en êtes servi pour compléter la plateforme. Ouais, après on a migré, on migre chaîne après chaîne. Donc la première chaîne qu'on a migrée, c'est France Musique. Après on a migré la radio FIP. Vendredi dernier, on a migré... Non, pas vendredi. Il y a quelques jours, là, on a migré France Culture. D'accord. Et quand tu dis migrer, c'est un peu naïf, mais quand j'ai préparé l'émission, je suis allé voir, et justement, j'avais vu France Culture, pardon, et FIP qui étaient passés sur cette plateforme-là. Et donc, du coup, je suis allé voir sur France Inter, sur le site de France Inter, et j'étais un peu... Ça se ressemble à peu près... Je me sens pas perdu. Tant mieux. Et du coup, la question que je me suis posée, c'est cette migration, c'est quoi? C'est juste intégrer le site sous une nouvelle URL, ou il y a plein de choses que j'ai pas vues, et en fait, vous avez super bien fait votre boulot, et du coup la transition est... Est-ce que tu as 4 heures? Non, en fait, c'est tout l'enjeu du truc, c'est qu'il faut réussir à faire du neuf, mais tout en gardant un peu du vieux. C'est que de base, les gens, si on leur propose un truc de base, si c'est différent, même si ça fait la même chose, ça va les saouler. Ouais. Donc, pour le coup, j'ai un Typeform avec des retours. On en a eu 4000. Tous les matins, j'ai ma petite salve de taquet. Donc, base... Tu regardes tous les matins les retours que tu as eus. Bah oui, ça nous sert à mort. On a un Airtable qui est branché dessus et tout. C'est vachement bien. Alors, on va en parler après de ça. Et pour le coup, de base, si c'est différent, rien que ça les agace. Ouais. C'est-à-dire que le bouton contact sur une page de podcast, si on l'a déplacé de 200 pixels à droite, les gens le voient plus. Donc l'idée, c'était de migrer les chaînes dans un nouvel univers, dans une nouvelle maison Radio France, mais qu'ils retrouvent quand même un peu leurs habitudes. Donc forcément, on a essayé de changer des choses, on a essayé de moderniser, on a essayé de rationaliser, on a homogénéisé, on a taillé dans la masse ce qui servait à rien, on a essayé de créer de nouvelles choses. Mais globalement, les parcours, les habitudes des gens, on est obligé de les garder. Moi, pour le coup, typiquement, il y a une fonctionnalité dans le site qui est la grille des programmes, qui permet de voir heure par heure ce qui passe à la radio. Bah ouais, à une époque où on regarde tous Netflix et où on s'en fout de la télé linéaire, ça paraît vieillot. Mais pour le coup,
Si on le mettait pas, on se faisait incendier. Ok. Parce que nos auditeurs qui sont habitués, ils ont leur repère à heure fixe, ils veulent regarder, ça fait 10 ans qu'ils utilisent ce truc-là. Si on le met pas, c'est un vrai problème. Donc vraiment, le challenge, c'est de réussir à migrer dans cette nouvelle plateforme, mais que les gens soient pas perdus. Et si tu me dis que t'es passé de France Inter à France Culture sans être perdu, bah tant mieux, moi ça me va bien. Non, après, j'ai un profil un peu particulier, donc je sais pas si je suis la bonne personne pour te répondre, mais du coup, ce que tu viens de dire, c'était intéressant. T'as un Typeform, je crois que je suis tombé dessus. Je pense que c'est parce que tu demandais des retours sur LinkedIn, mais je suis tombé dessus et donc j'imagine que t'as beaucoup de retours. Comment ensuite tu les traites, ces retours, parce que c'est de la donnée textuelle, t'as pas parlé avec les gens en vrai. Comment tu les traites, comment tu t'assures que c'est pas juste, on va dire entre guillemets, les haters qui sont là et qui disent ah non c'est nul, je préférais avant, comme on a pu l'avoir sur... Alors, déjà, ouais, c'est du déclaratif. Ça vaudra jamais de parler avec des gens pendant 1 heure autour d'un café. Donc, mais malheureusement, on peut pas rencontrer autant de gens, sachant que globalement, l'immense majorité des irritants, on les a traités en amont. On a fait des tests, on a fait des prototypes. On sait très bien que ce qu'on va mettre en prod, ça va pas complètement les perdre. Malgré tout, il y a quand même des choses qui vont les saouler. Et comment on les traite en fait, on a branché notre Typeform à Airtable. Avec Airtable, tous les matins, en fait, on scanne un peu les retours et on les catégorise. Et on dit, et on a des tags. Donc là, ce matin, j'avais un tag. Typiquement, on a migré FIP. Et pour des raisons de temps, on n'a pas eu le temps de mettre la petite drop-down qui permet de sélectionner la date et l'heure des titres diffusés. Ce qui fait qu'effectivement, si tu veux retrouver un titre diffusé sur FIP il y a 3 jours, c'est un petit peu lourdingue. Mais on avait prévu de le faire après. Bon, bah forcément, j'ai 300 commentaires qui disent mais rendez-nous le date picker, c'est super agaçant. Et donc on catégorise des trucs tous les matins. Et puis s'il y a 3 personnes qui nous font un retour en disant qu'il manque un truc, on se dit que c'est 3 exceptions. Par contre, s'il y en a 50, on se dit que là vraiment on a raté un truc. Et donc on lève la main et puis on va discuter avec nos copains PO pour leur dire par contre ce truc-là c'est un énorme irritant, il faudrait vraiment le corriger très très vite. Et après, comment on catégorise aussi? Dans les tags, j'ai un tag édito qui regroupe aussi les trucs qui sont juste pour nous dire oh là là, moi je trouve que vous parlez un petit peu trop du conflit en Ukraine, ou au contraire que vous n'en parlez pas assez, ou alors attention, vous faites des fautes de français à certains moments, c'est hyper important. Bon, à tous ces trucs là, on a déjà des organes qui permettent de récolter les problèmes éditos. Ça s'appelle la médiatrice. Donc tout ça, on renvoie plutôt vers la médiatrice. D'accord. Et nous on garde des sujets qui sont plus propres à du fonctionnel. Et puis tous les retours qui sont purement comme tu dis des haters, les gens qui, alors pour moi c'est pas vraiment des haters parce que moi le premier j'aime pas le changement et quand ça fait juste 3 mois qu'ils essaient de mettre la dernière version d'Outlook et je veux pas parce que ils ont déplacé les boutons. Donc moi je comprends ces gens. Je me dis quand je te parle des haters, c'est plus ouais, j'aime pas les nouvelles, enfin j'aime pas ce bouton là, j'aime pas ce truc là. Les gens qui nous disent typiquement j'aime pas, il y a beaucoup de noir, c'est moche, c'est triste, je préférais avant quand il y avait plein de violets sur France Culture. Clairement soit on peut pas en faire grand chose, ouais. Donc on le range dans une case. Je crois que le tag c'est utilisateur réfractaire ou perdu. Et là, on peut pas y faire grand-chose, si ce n'est les accompagner, leur expliquer que ça va continuer à évoluer. Moi, j'envoie des salves de mails tous les matins. Je fais des mails groupés sur Outlook. Quand je vois qu'il y a plein de gens qui galèrent à faire un truc, je me dis c'est quand même dommage de les laisser galérer. Je leur envoie un mail en leur expliquant que le bouton RSS, il est toujours là. C'est juste qu'il a bougé de 200 pixels. Et puis on voit aussi des commentaires de gens qui nous mettent une sale note le lundi et puis le vendredi ils remettent un commentaire tout gentil en disant désolé j'ai vu que vous aviez rajouté telle fonctionnalité, bon c'est bon maintenant du coup ça va, je vous remets une nouvelle note un peu meilleure. C'est sympa, au moins ils te répondent. Et ça t'arrive de prendre contact avec certains? Je sais pas si j'ai pas fait le process complet. Est-ce que tu demandes l'email par exemple pour Oui, on demande, on laisse la possibilité aux gens de laisser leur mail s'ils souhaitent être contactés. D'accord. Donc il y en a à qui on renvoie juste un mail pour pas les laisser dans la panade et leur expliquer que ce qu'ils voulaient faire avant est toujours possible, mais pas tout à fait de la même manière ou la même forme. D'accord. Et puis le but c'est aussi quand les choses se seront un peu calmées, de pouvoir recontacter ces gens et puis de faire des vrais tests utilisateurs, de les rencontrer en physique et d'avoir plus le temps de discuter. Mais ça prend un temps fou parce qu'on n'est pas très très nombreux et puis les gens sont fans, sont passionnés et ils peuvent t'écrire des tartines, donc derrière faut le temps de dépouiller tout ça. Et j'imagine que vous n'avez pas de personne dédiée à la recherche, c'est n'importe quel UX designer qui peut se...
Alors, on s'est posé la question d'avoir des UX researchers et on n'a jamais vraiment trop su comment les utiliser. Donc, et puis en même temps, nous, on est des profils un peu polyvalents. Ouais. On n'a pas envie de faire que de la maquette ou que de faire de la recherche ou que de faire des tests. Donc, pour l'instant, on est plutôt, tout le monde fait un peu de tout. Ça te permet un peu de... J'imagine en plus dans ce type de projet d'avoir une vision globale de ce qui se passe et de pouvoir avancer. Ouais, c'est important d'avoir une vision globale. Puis je trouve ça vraiment hyper. Je trouve que ça marche pas quand on doit maqueter un truc sans avoir parlé aux gens avant et d'avoir fait la recherche sur le sujet. En dehors de ce projet-là, tout à l'heure, tu parlais de la synchronisation avec les assistants vocaux, avec les apps. C'est également toi qui chapeaute les UI designers qui sont sur les assistants vocaux et les apps? Bah, je sais pas si on peut dire chapeauter. Moi, je suis lead. J'essaye de mettre de l'huile dans les rouages et de faire en sorte que tout le monde se parle. Après, on essaye d'être cohérent parce que l'appli Radio France, pour le coup, c'est un peu le pendant du site web Radio France. On n'est toujours pas très clair pour savoir si c'est un seul produit avec deux pendants ou si c'est deux trucs différents. Bon, c'est pas très clair. Mais oui, c'est moi qui fais en sorte qu'on se parle. D'ailleurs, je suis peut-être un peu chiant avec ça parce que des fois, ils me disent tout le temps, ouais, mais j'ai pas le temps, j'ai autre chose à faire que de faire de la synchro et tout. Mais en même temps, il faut le faire. Et sur les assistants vocaux, bon, là, c'est pas tant de la convergence parce que finalement il n'y a pas d'écran. Enfin, il y en a un petit peu maintenant, mais c'est peanuts. Et c'est plus partagé sur les méthodes, l'approche, la façon de bosser, se montrer des choses et les tester ensemble, faire de la revue de proto pour pas être tout seul, pour pas qu'il y en ait 4 qui bossent sur le gros projet phare et qu'il y en ait d'autres qui bossent sur des outils métiers ou des assistants vocaux ou un autre sujet et qui se retrouvent un peu seuls. J'ai bien envie de parler un peu de l'application du coup, parce que j'ai vu il y a pas très longtemps, donc du coup tu parles de l'application Radio France qui regroupe tout. Par rapport à ce site radiofrance.fr, est-ce qu'il y a une convergence dans le design? Par exemple, tu parlais du design system pour Radio France. Est-ce que ce design system est aussi implémenté dans l'application? On n'a pas de design system commun aujourd'hui. D'accord. Ce qu'on a de commun, c'est plutôt une direction artistique. La DA, c'est la même. C'est mes collègues qui s'en occupent et qui discutent beaucoup ensemble et qui font pas des choses totalement opposées. Donc quand il est opportun et possible de faire des choses équivalentes, on le fait. Après, entre une app et du web, il y a quand même des différences. Il y a les contraintes matérielles et iOS. Donc dans tous les cas, on peut pas faire tout le temps la même chose. Bien sûr. Parfois, il y a des raisons de faire autrement aussi. Je pense notamment à des trucs cons comme sur une appli de podcast, on dit s'abonner à un podcast. On s'est dit tiens, on va converger, on va mettre également s'abonner sur le web. S'abonner, ça marche pas du tout. Quand on le teste, les gens pensent qu'ils vont devoir payer un truc. D'accord. Ou qu'ils vont être spammés avec des mails. Donc le problème est réglé. Maintenant, c'est suivre. Donc on a trouvé un point de convergence. Mais vous avez mis aussi du coup dans l'application, c'est ça, vous utilisez même aujourd'hui? Bah disons que Apple a changé, il est passé à suivre parce que s'abonner, il se le garde pour les trucs payants. Nous, ça nous arrangeait bien parce que le suivre marche mieux sur le web. C'est pareil dans Spotify aussi. Et il n'y a pas de design system commun, mais il y a une DA commune et je pense qu'à terme, on aura un design system commun, mais on n'y est pas encore tout à fait. D'accord. Et quand tu parlais de DA commune, c'est quoi? C'est les images des podcasts, des émissions ou c'est... C'est la façon dont on présente. C'est les visuels de podcast. Déjà, on a les mêmes. Ça va être le look du site, les gimmicks un peu graphiques. Ça va être le look des boutons, les couleurs utilisées. Pour te rendre compte que tu es dans le même univers, même si forcément les boutons sont pas les mêmes, etc. C'est le même univers. Mais avec des petits ajustements. D'accord, un peu ce que tu disais tout à l'heure, du coup, c'est deux produits différents, mais est-ce que c'est le même pendant ou pas? C'est pas encore très clair, mais... Je vois. T'as parlé d'Apple, et je sais qu'il y a quelques temps, dans l'application, il y a une décision qui a été prise, c'est que tous les podcasts de Radio France qui ont plus d'1 mois disparaissent de toutes les plateformes et arrivent dans la plateforme, sur l'application Radio France. Comment on fait pour faire une application qui rentre en frontal avec les deux plus gros mastodontes du marché que sont Apple et Spotify? Alors ça, il faudra en parler avec mes copains de la stratégie de distribution, mais pour le coup, ça posait un vrai souci d'être à ce point tributaire d'Apple et Spotify, parce que en fait, Apple et Spotify...
si on est bien avec eux, c'est cool, ils nous mettent en avant nos podcasts. Mais typiquement, Spotify, il commence à faire ses propres podcasts. Et si demain, ils décident de mettre en avant que les leurs, tes audiences vont chuter et tu pourras rien y faire. M'en parle pas. Et l'autre, mais d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé avec Netflix. Netflix, au début, ils ne faisaient qu'agréger des prods externes. Maintenant, ils font que de l'interne. Ceux qui étaient avant les studios externes, soit ils se sont fait racheter, soit ils font plus rien. Et avec les podcasts, c'est pareil. Donc il y a le côté, c'est pas bon d'être trop tributaire des plateformes externes. Il y a aussi le côté, on est du service public, on doit être maître de nos contenus. Et puis il y a aussi le côté ligne édito, c'est-à-dire que il se passe plein de choses aujourd'hui. On voyait là aux US, ils veulent revenir sur le droit à l'avortement. Demain, si je sais pas, Apple ou Spotify décrètent d'avoir une ligne éditoriale très 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 droitière. Comment tu fais pour défendre toi ton objectivité de journaliste et de service public? Et plus du point de vue de l'application, je comprends bien l'enjeu stratégique qui est derrière, mais vous, comment vous faites pour vous assurer que ce que vous proposez dans l'application est au moins aussi bon que ce qui est proposé dans les applications Apple et Spotify? Déjà sur les fonctionnalités de base, normalement on propose la même chose, les files d'attente, le player, le time shift, enfin on propose plein de trucs qui sont normalement équivalents. On doit avoir, je pense que l'expérience elle a rien à envier à l'appli d'Apple Podcast qui, au passage, je la trouve vraiment pas géniale et il y en a des beaucoup mieux. J'ai pas le droit de répondre parce que sinon mon podcast risque de se faire virer. Ah, pardon. Non, je ne donnerai pas mon avis. Mais en tout cas, pour le coup, je pense que l'expérience d'écoute sur l'appli Radio France, elle est tout aussi bonne que sur Apple Podcast et en vrai, elle est même bien meilleure parce que elle permet de faire des ponts entre les contenus de Radio France. Et puis il y a aussi une logique édito. Enfin, on va sur Apple Podcast, le truc est en vrac, c'est un catalogue. On sait pas quoi prendre. Nous, on a des vrais journalistes, on a des vrais gens de l'édito qui vont créer des sélections, qui vont sélectionner des choses, qui vont les concocter. C'est vraiment fait maison, de manière un peu artisanale. T'es dans un écosystème. Voilà, on est dans un écosystème. On sait qu'on va pas tomber sur n'importe quoi. On sait qu'il y a des vrais gens derrière qui le font. C'est pas que des algorithmes. Et je pense que c'est la vraie plus-value. Alors oui, la contrainte, c'est qu'il faut venir sur l'appli Radio France. Mais je pense que ça vaut le coup. Et là, ça vous arrive aussi, par exemple, de faire des tests avec sur Apple Podcast et sur Spotify pour voir un peu ce qu'ils proposent et vous comparer à l'appli, ou vous restez vraiment... On fait du bench, ouais. Oui, on fait pas mal de bench, on regarde un peu ce qu'ils font, on essaye de s'en inspirer. Pour le coup, moi, il y a plein de trucs chez Spotify que je trouve incroyables et que j'aimerais m'en inspirer. Simplement, tu noteras dans l'effectif qu'on n'est pas aussi nombreux que Spotify. On n'a certainement pas les mêmes moyens non plus. Après, ce qui est marrant, c'est que quand on fait nos benches et qu'on regarde un peu comment ils font les choses, on se rend compte que je pense qu'ils ont un peu les mêmes problèmes que nous. En tout cas, des fois, nous, on se prend la tête à se dire ouais, mais attends, t'appelles une bibliothèque sur une appli, mais sur le web, une bibliothèque, ça a pas trop de sens et tout. Donc, on va voir comment. On se dit on va aller voir comment c'est Spotify. Puis, on se rend compte que Spotify a pas foutu le même picto ou le même wording pour deux éléments qui sont identiques selon le device. Et on se dit ah ouais, ils font comme nous en fait. Ouais. Soit ils font de la B-test sur leur wording, soit en fait ils se cherchent aussi, ou alors eux aussi ils ont des divergences dans leur design system. Et on se dit si même eux ils ont le problème. Il y a très très longtemps, quand je bossais dans l'échange de maison, il y avait le même truc avec Airbnb. Tu sais, tu regardes et des fois tu te dis pourquoi ils le font pas. Est-ce qu'il y a un problème derrière? Mais il y en a plein. Même moi, j'étais sur Le Bon Coin là. Il y a un truc qui me rend fou. La gestion des favoris, c'est pas rangé au même endroit sur l'app que sur le web. Ouais, c'est vrai maintenant que tu le dis. Ça n'a pas le même nom, c'est pas rangé au même endroit. Oh. Si quelqu'un du Bon Coin nous écoute. Voilà. Si quelqu'un du Bon Coin nous écoute, il peut également décocher par défaut l'envoi à domicile. Ça me rend service. Ça, je pense que c'est un petit trick business pour... Je pense. Tu as parlé d'A/B test, ça vous arrive aussi d'en faire, ou à l'heure actuelle, vous êtes plus dans la recherche, on va dire, avec des personnes en physique et... Ouais, l'A/B test, on n'en a pas fait forcément énormément parce que ça se fait beaucoup sur un produit plus mature, je pense. Quand vraiment on est sur les détails. Pour l'instant... Des fois, on fait de la B, C, D, E, F, G test quand on rencontre des gens en présentiel ou quand on fait des sondages sur notre groupe Facebook. Vous avez un groupe Facebook, du coup, ouais. Avec des auditeurs aussi, ou avec des auditeurs qui ont déjà fait des tests et vous les mettez Il y a un peu de tout.
on a pris l'habitude à la fin de chaque questionnaire qu'on envoyait ou à la fin de chaque communication avec des auditeurs d'envoyer un petit lien en disant si ça vous dit de participer à la construction de nos produits, n'hésitez pas à venir sur Facebook, on a un groupe et donc les gens discutent et nous remontent des bugs, nous remontent des idées d'évolution, nous félicitent pour certains trucs. Et puis nous, ça nous permet de pousser des sondages, de pousser des questions, de pousser des campagnes de recrutement pour des tests. Je crois, et en toute honnêteté, je ne m'attendais pas à ça, je crois que Radio France est l'entreprise qui a poussé le plus loin le concept de test utilisateur et de pouvoir récupérer des insights un peu partout, parmi toutes les personnes avec qui j'ai parlé. Ah bon ? Ouais, parce que j'ai l'impression que c'est hyper organisé, que vous avez tout ce qu'il faut, que dès que vous avez besoin de faire des tests, vous avez des personnes à disposition. Bon, forcément, ça aide puisque Radio France, c'est global et ça existe depuis un petit moment, donc tout le monde connaît. Mais ça m'a l'air vraiment poussé et hyper intéressant de voir en fait comment sur les différents projets vous réussissez à faire appel à des auditeurs pour faire progresser le... La chance qu'on a, c'est que les auditeurs, ils demandent que ça en fait de venir. Moi, je vais pas mentir, ces derniers temps, on est en phase de migration, on fait moins de tests, on a moins le temps pour rencontrer les gens, donc ça reviendra une fois qu'on aura migré toutes les chaînes. Mais l'année dernière, on voyait plein de gens. Alors il y avait le Covid, on faisait plutôt des trucs via Teams, mais sinon, oui, c'est hyper facile d'envoyer un mail et de demander aux gens si ça vous dit de venir. On fait un petit tour de la maison de la radio, on leur montre les studios, ils sont tout contents, on leur donne des bouquins de France Inter. Et c'est hyper riche, les gens ont plein de choses à nous apprendre. Franchement, il y a rien de mieux à faire comme onboarding que de discuter avec un auditeur de radio passionné. Ouais, je me doute, et puis j'imagine que les faire visiter Radio France, ça doit être un rêve, ou en tout cas quelque chose qu'ils veulent faire, et donc du coup c'est le petit plus en venant vous voir. On le fait pas toujours, mais pour le coup, je me rappelle quand on a fait la refonte de FIP il y a quelques années, on avait un auditeur qui adorait FIP. On a fait le tour de FIP, il est passé dans les bureaux des programmateurs où c'était un bordel incroyable, il y avait des montagnes de CD et il a dit mais c'est incroyable, c'est génial. Trop cool, les petits plus du test utilisateur. T'es également le premier qui travaille sur des assistants vocaux que je reçois dans l'émission. Okay. Et j'aimerais bien un peu comprendre comment ça fonctionne, ce que ça vous apporte, comment vous travaillez dessus, parce que pour moi c'est un peu naïvement, c'est juste ok Google lance France Inter et hop France Inter démarre. Est-ce que je vis dans mon monde, est-ce qu'il y a des trucs en plus, des choses auxquelles je pense pas, des choses c'est bien résumé. Non, en fait ce qui est chaud avec les assistants vocaux, c'est que ça fait un peu gadget, mais en tant que radio, nous, on est obligé d'y être. Ouais. On est obligé de voir comment ça évolue et ce qu'on peut faire avec. Les usages font qu'augmenter, donc il y a un vrai besoin. Il y a des pays où ça marche beaucoup plus que chez nous aussi. Donc on n'est pas forcément les plus à la pointe pour ça. La radio, c'est aussi un média quand même vieillissant, et donc on se doit d'être présent sur toutes les possibilités assistants vocaux, mais on bosse aussi sur par exemple la voiture connectée, les CarPlay, Android Auto et tout. C'était ma question d'après. Ah, bon. Et pour le coup, sur les assistants vocaux, ce qui est vraiment pas facile, c'est que c'est un truc encore un peu de niche et de geek. Ouais. Et ce qui est pas facile, c'est la découverte des usages, parce que y a plein de gens qui en achètent un parce qu'ils trouvent ça fun de dire ok Google, donne-moi la météo. Mais en vrai, entre nous, on dit tout le temps, ça sert à écouter de la musique et à mettre le minuteur pour les pattes. C'est-à-dire que ça peut faire plein de trucs, mais l'immense majorité des gens ne se sert que de très peu de choses. Et parce que sur assistant vocal, c'est hyper dur pour les gens de découvrir ce qu'ils peuvent faire d'autre avec. Et il y a aussi le fait qu'on est vite déçu, c'est-à-dire que quand on va tenter de faire un truc et que ça marche pas, et on a tendance à pas vouloir le retenter et à laisser tomber. Et donc c'est vrai que la radio, ça se prête bien à un usage. La radio et la musique, c'est le gros usage sur assistant vocal. Il y a lance France Inter, et effectivement ça lance le direct et c'est cool, même si ça passe par TuneIn. Mais après on a essayé de faire plein de trucs. On a fait une skill pour Affaires sensibles sur France Inter. On a fait une skill la récréation pour les enfants. Une skill, c'est quoi? Une skill, c'est une application pour assistant vocal. D'accord. Je crois que c'est le vocabulaire d'Amazon, d'ailleurs c'est même pas le vocabulaire Google. Mais une skill, c'est en gros un truc que tu implémentes avec un mot d'invocation,
et tu te positionnes sur un parcours vocal dans l'appli. C'est ouf, ça veut dire que quelqu'un peut détourner par exemple l'usage d'affaires sensibles pour que ça Non, avance quelque part. c'est hyper compliqué parce que déjà, les mots d'invocation, Google et Amazon te les donnent un peu au compte-gouttes. Il y a certains mots qui sont réservés, tu peux pas faire ce que tu veux. D'accord, ok. Et même le nom de la récréation, on a galéré à trouver la marque qu'on pouvait déposer. C'est un peu comme déposer une app dans l'Apple Store, mais version vocale. D'accord. Et tu peux pas faire ce que tu veux, faut que ça soit tamponné par Amazon pour que tu puisses la mettre en prod. Faut que ça réponde à un vrai besoin. Si demain tu veux lancer un truc sur, je sais pas, les comptines pour enfants, alors qu'il y a déjà une skill native qui fait ça, bah, ils vont te dire non. Et puis c'est aussi un domaine où des fois ça avance pas assez vite tel que tu voudrais. Moi j'étais allé à des ateliers avec Google. J'ai essayé de faire des skills en disant tiens, passe-moi ce qui est passé hier, et j'ai mis 1 heure à comprendre que la notion de hier, les dates et tout, en fait c'était pas géré, donc on peut pas le faire. Donc c'est un autre exercice, il n'y a pas d'écran, il n'y a rien à voir. Ça a l'air intellectuellement assez intéressant à faire et encore limité, donc le champ des possibles a l'air encore énorme par la suite. Bah voilà, en fait le truc il s'améliore de jour en jour, de plus en plus intelligent. Mais en vérité, quand tu travailles dessus, tu te rends compte que c'est tout sauf intelligent. C'est que c'est assez limité, et que quand tu dois construire des expériences vocales, faut faire avec l'assistant vocal qui a encore ses limites. Faut faire aussi avec le fait qu'il n'y ait pas d'écran et que les gens peuvent pas comprendre comment on découvre les fonctionnalités. Faut faire aussi avec les gens qui vont parler et qui vont parfois bafouiller ou pas dire les bons mots, ou quand tu fais une skill pour enfants, alors là je passe les détails mais c'est très marrant, faut faire avec toutes ces contraintes là, et à la fin tu fais un parcours le plus simple possible, et quand tu as ton parcours le plus simple possible, tu rabotes pour qu'il soit encore plus simple, après tu rabotes encore, et quand vraiment il n'y a plus rien à enlever, là éventuellement ça marchera. Si Google ou Amazon l'autorisent. Ouais. Ça a l'air d'être le parcours du combattant. C'est pas simple, mais pour le coup, c'est un exercice marrant à faire. Ouais, j'imagine. Et on a des skills, pour le coup, tu peux tenter la skill affaires sensibles sur Amazon Alexa, ou la récréation, qui est une skill pour enfants. Et pour le coup, il y a un vrai usage. Okay. En l'occurrence, pour les enfants, je trouve que c'est vraiment cool de pas les mettre devant un écran pour les abrutir. Et l'assistant vocal, avoir juste du son pour qu'ils aient de l'info, qu'ils aient des comptines, de la musique, il y a une vraie plus-value. Et puis il y a plein d'autres débouchés pour les assistants vocaux. Il y a notamment, on n'en parle pas parce que ça rapporte pas d'argent, mais toutes les personnes qui sont par exemple non-voyantes ou qui peuvent être handicapées, les assistants vocaux ça aurait un sacré intérêt. Tu peux faire plein de trucs géniaux avec. On reparlera de la voiture connectée après, du coup, comme tu viens de parler de l'accessibilité. C'était une question que j'avais, parce que comme vous êtes un groupe du service public, j'imagine que l'accessibilité a une importance beaucoup plus pondérante, j'ai envie de dire malheureusement, par rapport aux startups qui devraient aussi le mettre en avant. Mais est-ce que vous prenez en compte l'accessibilité quand vous créez radiofrance.fr, les applications, les assistants vocaux, je vois bien, comme ça, si tu es aveugle, tu peux parler, etc. Mais par rapport à tout ce qui est site et application, comment vous le faites? Est-ce que vous le faites? C'est un sujet hyper compliqué. On essaye de faire le max pour être compliant avec les standards d'accessibilité, mais en fait on n'y arrive jamais parce que ça demande un effort quand même assez incroyable, et pour l'instant on n'a pas réussi vraiment à se mettre à fond dedans. D'accord. Donc on essaye de le faire. C'est plus une question de temps, de moyens Je pense que c'est du temps, c'est du temps, des moyens, et c'est de l'expertise et c'est de la connaissance. D'accord. Je pense qu'il faut vraiment avoir quelqu'un dédié à ça. D'ailleurs, c'est en train de changer. J'en parlais avec quelqu'un qui me disait qu'il allait s'occuper vraiment à bras le corps de ce sujet-là. Donc, je pense qu'il faut vraiment quelqu'un qui ne fasse que ça, et qui infuse cette culture dans l'ensemble de la boîte. On le fait, les contrastes, on les vérifie, on met bien évidemment des légendes, des halts surtout, les apps, elles sont compatibles VoiceOver, il y a plein de choses qu'on fait,
Donc déjà plus que la majorité de ce qui existe. Bah, on essaye, mais on sait que c'est loin d'être suffisant. On sait qu'on a des sujets sur la transcription des podcasts aussi pour qu'ils soient disponibles à l'écrit, mais la transcription automatique, on teste plein d'outils de start-up et tout, mais c'est un sujet compliqué. Donc il y a plein de choses en cours, mais je sais qu'on n'est pas encore tout à fait à la hauteur. Je comprends. On passe aux voitures connectées. Ouais. Ce petit sujet aussi, j'ai pas eu j'ai personne dans le podcast, c'est pour ça que j'en parle avec toi. Concrètement, ça consiste en quoi? Parce que quand t'es dans une voiture, techniquement, t'as déjà accès à la radio, ou alors t'as ton téléphone qui te permet d'un peu de modifier ce que tu veux si t'as Apple Car ou Google Android Car, Auto. Android Auto. Où est-ce que vous vous branchez en plus là-dedans? Bah, en fait, ça fait un moment que j'ai pas bossé sur la voiture connectée, mais globalement, ce qui se passe, c'est qu'auparavant, les gens n'avaient qu'une radio avec la FM, et quand tu allumais la voiture, d'office, ça se mettait sur la première station que tu avais enregistrée dans ton autoradio. Ça a changé, c'est plus le cas. Maintenant, tu as des écrans, et puis des fois, tu branches ton téléphone, et puis des fois, c'est vachement plus simple de mettre Spotify sur la route que d'écouter France Inter. Et nous, on essaie de se positionner dans cet écosystème-là. Donc, ce qu'on fait déjà, c'est que on fait en sorte que l'appli Radio France, elle fonctionne quand tu branches ton téléphone en système Apple ou Android. Quand les voitures ont leur propre système d'exploitation, enfin leur propre OS et tout, on travaille avec eux. Donc, j'ai des collègues qui bossent avec Peugeot ou Nissan pour faire en sorte qu'on soit dedans. Et puis en gros c'est faire en sorte que nos applis et nos programmes soient compatibles avec les systèmes, parce que c'est pas nous qui les décidons, les systèmes. Okay. C'est des trucs énormes. Je crois même qu'il y a même certaines bagnoles maintenant, c'est Google, leur OS c'est Google. Donc le truc est énorme. L'idée c'est juste d'être compatible et de faire en sorte que ça fonctionne bien. Et parce que par exemple, je sais pas si tu utilises ton téléphone et l'appli Radio France dans ta voiture, mais se balader dans l'appli Radio France et scroller dans les podcasts sur un écran d'iPhone alors qu'on est en train de conduire, c'est pas le truc le plus safe du monde. Non. Alors que par contre, avoir un téléphone branché en CarPlay sur la voiture, faire en sorte que l'interface de l'appli Radio France s'affiche correctement sur ton écran. Ouais, c'est ce que j'allais dire, parce que chaque voiture, en plus, si tu as des OS différents, ça veut dire que tu dois t'adapter à chaque. Bah, les OS, globalement, de mémoire, il y en a que deux. C'est vraiment Apple et Android. Ok. Et après... je sais pas, tout à l'heure, tu parlais de Peugeot, par exemple, aussi. Bah ouais, il y a certaines marques qui commencent à développer un peu leur truc perso, mais c'est énorme pour un constructeur automobile. Ça revient à construire un OS. Ouais. Donc c'est limite plus simple de prendre Google ou iOS et de dire rajoutez-moi un bouton pour gérer la clim de ma voiture, que de faire l'inverse. Et donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait en sorte que notre app, une fois qu'elle est connectée dans ta voiture, t'es un bon rendu sur ton écran et que tu puisses facilement naviguer dans tes podcasts, dans tes radios, et que ça soit adapté à une conduite en voiture. C'est-à-dire qu'en gros, les boutons sont plus gros, les chemins sont plus courts, les textes sont plus courts, les actions sont plus évidentes. On fait en sorte que tout soit plus simple. Ok, donc tu dois quand même repenser un peu tout ce que tu as pensé sur l'application ou sur le site pour le... C'est du responsive, mais pour écran de voiture. Ok. C'est un peu ça. Mais il faut tout simplifier, parce que les gens vont avoir une demi-seconde d'attention pour changer. Ok, donc là encore un travail intellectuel très fort, un peu comme les assistants vocaux. Et ouais, c'est un peu comme les assistants vocaux, parce que c'est hyper contraint. Ok, très bien. Bon, et une fois que tout ça sera plus ou moins mis à plat, que toutes les radios ont migré sur le nouveau site de Radio France, c'est quoi la suite ? C'est nettoyer. C'est nettoyer tout ce qui était mis. Bah c'est qu'il y a plein de choses qu'on a fait. Déjà, il y a plein de trucs qu'on n'a pas mis parce qu'on n'avait pas le temps de le faire et on sait que ça va manquer. Ok. Donc toutes les petites fonctionnalités où on promet aux gens qu'on va les faire, elles arriveront. C'est repasser sur des choses où on les a pensées il y a peut-être 2 ans au début du projet, puis une fois en prod, on se dit ça a mal vieilli, ou finalement on aurait pu faire autrement, ou finalement une fois mis côte à côte avec d'autres trucs, on se dit il y avait mieux à faire. Donc il y a de la refacto, il y a du nettoyage, il y a des choses qu'on veut déplacer, des choses qu'on veut améliorer, et puis il y a plein de petits bugs ou de petites incohérences qu'on voit parce que nous on est dessus au quotidien, mais que les gens ne voient pas. Tu as parlé du projet qui a commencé il y a 2 ans.
Donc je pense que depuis le début, j'arrête pas de dire que Radio France, c'est une grosse boîte. Est-ce que ça a mis 2 ans parce que vous vouliez pas vous planter, ou est-ce que c'est parce qu'il y a une sorte d'inertie qui est liée à une grosse entreprise, même une entreprise publique? Est-ce que c'est une image que j'ai, ou est-ce que c'est juste que le projet était tellement faramineux qu'en fait, il y a une inertie du projet? Alors je dis 2 ans, moi je pense que ça fait 2 ans parce que déjà j'ai commencé à bosser dessus en premier, on a fait de la research, on a fait des benches et tout bien avant qu'on commence à développer des trucs. Okay. Après, oui, c'est un projet énorme, faut mettre d'accord les 7 chaînes pour réussir à venir sur un seul site. Faut aussi... Parce que chaque chaîne est gérée indépendamment, c'est ça? Ouais. Okay. Donc faut que tout le monde se mette d'accord, faut qu'il y ait une gouvernance qui soit claire, faut qu'en interne il y ait une com qui soit faite, faut embarquer tout le monde. Du jour au lendemain, on peut pas couper un site comme France Culture et dire bon bah maintenant c'est sur l'autre adresse. Donc non, ça prend du temps. Après c'est un énorme boulot en dev aussi, hein. Ouais. Faut bien brancher les trucs, c'est une nouvelle techno, faut que c'est con, mais quand on clique sur le play et que le truc se lance avec un podcast qui date d'il y a 4 ans, ben ça demande un peu de boulot. Donc c'est une grosse boîte, mais je pense que les choses vont quand même assez vite. Et puis entre deux, surtout, il y a eu le Covid qui est arrivé. On avait à peine démarré le projet, qu'on s'est tapé le Covid, qu'on s'est retrouvés tous en télétravail et que la moitié des gens étaient malades. Ouais, effectivement. Avant qu'on finisse cet épisode, j'ai un nouveau rituel. C'est de poser cette question. C'est: est-ce qu'il y a une question ou un sujet sur lequel tu aurais voulu qu'on parle ou que je te pose et que je t'ai pas posé? Non, je crois pas. Je ne sais toujours pas ce qu'est un product designer exactement, mais je vais chercher. Je t'enverrai l'épisode de Jordan, promis, dès qu'il sort. Comme ça, tu pourras l'écouter. Avant qu'on ne se quitte, est-ce que tu aurais des ressources à nous recommander? Moi, j'en ai une que j'ai plein de sites en bookmark, mais s'il y a bien un truc quand on n'a pas beaucoup de temps et qu'il faut aller voir, il y a la newsletter d'un certain Kenny Chen. Il a un UX Weekly qu'il envoie par newsletter. Okay. Et pour le coup, c'est une super newsletter parce que il n'y a pas 12 000 images, il y a juste 5 liens avec c'est une très bonne curation, une très bonne veille de ressources UX. Okay. Et ça arrive dans la boîte mail tous les lundis matins et je trouve que s'il y a un truc de veille à faire, c'est ça. C'est super. Ok, je mettrai le lien dans la description pour les personnes qui veulent s'inscrire. Si quelqu'un souhaite discuter avec toi, on les renvoie vers ton LinkedIn, ton adresse email, autre chose. Le Twitter, le LinkedIn. Ok. Et ben, là aussi, je mettrai les liens dans la description. Ok. Et écoute, on en arrive à la fin. Donc, merci beaucoup, David, pour le temps que tu m'as accordé et d'avoir discuté en profondeur de Radio France et de tous les sujets UX de la radio. Et puis à très bientôt. Eh bien, merci beaucoup. J'espère avoir pas été trop long. Et c'était très cool. Merci. C'était hyper intéressant. Merci beaucoup. Salut. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous l'avez aimé, n'hésitez surtout pas à vous abonner sur votre application de podcast préférée. Vous pouvez aussi mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, c'est ce qui m'aide le plus à faire découvrir l'émission. À très bientôt.